Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Ici, nous sommes à Bruxelles, nous sommes encore avec Didier Dicolo, le coordinateur du Forum citoyen, c'est un mouvement politique. Nous sommes avec lui et avec lui, nous allons vraiment débattre, parler de l'actualité. Bonjour Didier. Bonjour Pasteur Bobo. Où en sommes-nous avec le Forum citoyen? Le Forum citoyen se porte merveilleusement bien. Nous avons de plus en plus de demandes d'adhésion, des jeunes et même des personnes âgées. Au Congo comme en Belgique et même dans les autres pays de l'Europe, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent nous rejoindre dans notre combat. Donc le mouvement est implanté un peu partout. Le mouvement n'est pas encore implanté un peu partout comme nous l'aurions souhaité, mais nous sommes en train d'y travailler. Nous sommes encore en train de travailler ici à Bruxelles et le mouvement va s'étendre progressivement comme je l'avais promis, principalement à Kinshasa. Et dans les autres pays, si nous avons de relais, nous avons des personnes qui souhaitent nous rejoindre dans ce combat. On va essayer d'aborder beaucoup de sujets avec vous. Le premier sujet qui nous intéresse et qui intéresse notre diaspora, c'est un peu la tragédie de Brazzaville. Des milliers de Congolais ont été expulsés, mais les gens se posent des questions. Kinshasa réagit timidement. Selon vous, c'est dû à quoi? Je crois que les événements de Brazzaville sont un condensé de tous les travers du dévoiement du processus d'expulsion. L'expulsion, c'est une matière très régie et très réglementée en droit international. Les autorités brazzavilloises ont estimé, d'ailleurs d'après les communiqués de la police de Brazzaville, c'est une opération d'assainissement de la ville pour lutter contre le banditisme urbain d'importation quinoise, à l'occurrence les Kuluna. Alors que lorsqu'on regarde un peu les statistiques, entre janvier et avril 2014, aucun acte de banditisme urbain, aucun acte de violence n'a été signalé, connu des services de police et imputable aux Quinois. Je crois que la plupart des actes de banditisme qui ont été signalés avant janvier 2014 sont le fait de Seleka, cette rébellion qui a sévi en République centrafricaine et qui a été contaminée suite aux vagues de dispersion de la population par la guerre. Et là, je crois que nous sommes en face d'une opération de xénophobie pure et simple, qui a pour mission évidemment de pouvoir s'apprendre aux Congolais qui sont implantés à Brazzaville et qui deviennent des concurrents purs et simples des Congolais de Brazzaville sur les marchés de l'emploi, sur le marché de l'embauche. La diaspora hausse le ton, mais au niveau du pays, les réactions sont vraiment timides, pour ne pas dire qu'il n'y a pas de réaction. On voit Mende qui est appelé, la mère Mende qui parle souvent, qui de temps à autre pour des petites choses parle, s'adresse, parle devant la presse, mais ici Mende est pratiquement invisible. Alors, le ministre Mété, c'est le porte-parole du gouvernement. Il y prend position par rapport à ce qui a été décidé, enfin normalement dans la procédure régulière, par rapport à ce qui a été décidé en Conseil des ministres. Je ne sais pas dire pourquoi il n'intervient pas, mais je crois que dans la procédure normale, le gouvernement congolais ne devrait pas afficher ce silence assourdissant face au drame du peuple congolais. Le gouvernement congolais devait prendre des mesures de rétorsion et faire ne fût-ce que des déclarations de protestation contre ces actes inhumains, contre cette violence gratuite exercée contre le peuple congolais. J'ai vu des images insupportables, Pasteur Bobo, des images des femmes au ventre éventré, avec des enfants, la tête est fracassée contre le bâton, simplement parce que cet enfant appartient à une famille qui a résisté à une procédure d'expulsion.
J'ai vu un jeune garçon, à travers des images, et bien entendu, achevé sur son lit d'hôpital, simplement parce qu'il est quinois. Ça, c'est insupportable. Et là, les autorités de Brazzaville se rendent à la fois coupables de la violation flagrante du droit international en matière de la protection des réfugiés et même des personnes déplacées, mais également ils se rendent coupables d'une certaine indignité par rapport à notre pays. Vous avez le droit international qui a été violé, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme et du peuple de 1948. Vous avez également la Convention des Nations Unies, la Convention de Genève du 28 juillet 1951, et vous avez également le pacte de l'unité, l'Organisation de l'unité africaine qui a été violée de 1969, mais également l'accord tripartite entre l'Angola, le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa du 3 décembre 1999 qui a été violé et qui prévoit cet accord qu'en matière d'expulsion, tout État qui expulse les ressortissants de notre État doit en aviser de manière préalable les autres autorités pour qu'ils prennent toutes les dispositions. Dans les cas d'espèce, et lorsque on entend toute la confusion dans la communication politique et des autorités brazzavilloises, on se rend compte que cette procédure n'a pas été respectée. Les colonels de la police brazzavilloise, le colonel Jules Mokala, qui affirme avoir saisi le ministre de l'Intérieur et le maire de la ville, Hugues Gulundele, le ministre de l'Intérieur, qui lui affirme n'avoir pas été informé de cette procédure. Et vous avez suivi dernièrement la déclaration du maire de la ville hier, qui est arrivé à Kinshasa pour rencontrer son homologue congolais André Kimbuta, qui affirme n'avoir pas été informé de cette vague d'expulsion du Congolais. Donc c'est un broglio traduit de manière flagrante l'intention délibérée de nuire aux Congolais, l'intention délibérée de porter atteinte au droit international. Les ONG reprochent aussi au gouvernement congolais ou aux Congolais. Nous reprochons Brazzaville. Mais aujourd'hui, plus de 20 000 Congolais ou plus de 30 000 Congolais sont retournés au Congo. Mais il n'y a pas de structure d'accueil. Ils sont abandonnés à leur triste sort. Comment tu peux expliquer cela? Comment vous pouvez expliquer cela? Nous condamnons Brazzaville, oui, c'est condamnable, mais au niveau du pays, quand ces gens arrivent au pays, ils n'ont plus de maison, plus de famille pour d'autres. Alors, tout cela, l'absence de déclaration des protestations par le gouvernement de ce qui se passe à Brazzaville, l'absence de la prise de conscience en vue de la prise de mouvements ou de mesures de rétorsion contre le gouvernement brazzavillois, l'absence également ou l'incapacité du gouvernement congolais à pouvoir rompre des relations diplomatiques, parce que c'est ce que le droit international prévoit dans de telles circonstances, et son incapacité ou son manque de volonté de pouvoir protéger ses citoyens traduit visiblement le fait que l'État congolais c'est un État faible, c'est un État complètement failli qui n'arrive pas non seulement à protéger ses citoyens, mais également à pouvoir répondre à ses obligations, à pouvoir exercer librement, exercer le droit que lui accorde le droit international et le mécanisme de protection des réfugiés. Alors pourquoi est-ce que le gouvernement ne réagit pas? Le gouvernement ne réagit pas parce qu'il est incapable de réagir, parce qu'il est incapable de pouvoir prendre des mesures pour pouvoir protéger ses citoyens. Des structures d'accueil. Mais pour pouvoir construire dans un pays des structures d'accueil des réfugiés, le gouvernement congolais n'est déjà pas capable de pouvoir assurer la survie de sa population, de pouvoir construire des logements sociaux en vue de la vie normale de sa population à l'intérieur du pays. Comment voulez-vous que ces gouvernements puissent prévoir des structures d'accueil des réfugiés en provenance de Brazzaville? Donc là, nous sommes en face d'un gouvernement très faible, un gouvernement incapable de protéger ses citoyens, un gouvernement incapable de pouvoir mettre en place des politiques efficaces, des politiques structurelles pour assurer la pérennité et la continuité de l'État. Et si les forums citoyens étaient au pouvoir, comment allez-vous gérer la situation? La situation en Brazzaville devait être gérée de manière simple.
Si nous étions aux commandes de l'État, la première mesure à prendre, c'est d'abord prendre des mesures de rétorsion contre le gouvernement brazzavillais. On ne peut pas accepter des actes de barbarie au XXIe siècle. On ne peut pas accepter que nous qui vivons dans une espèce de prolongement des liens ancestraux. Je rappelle que le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa, avec l'Angola bien entendu, appartiennent à cet ensemble historico-politique très singulier qui est l'ancien et glorieux Royaume Congo. Nous vivons dans le prolongement de ces liens ancestraux. Nous sommes unis et nous nous côtoyons depuis des millénaires. Nous n'avons pas vu la frontière naturelle qui est le fleuve. C'est le colonisateur qui nous a dit, écoutez, à partir d'aujourd'hui, vous appartenez à tel État et vous autres, vous appartenez à tel autre État. Nos ancêtres n'ont pas vu cette frontière naturelle. Et donc, nous devons continuer à vivre dans ces liens, mais dans la circonstance aujourd'hui. Nous sommes des États, nous sommes un État, nous pouvons prendre des mesures de rétorsion, notamment par la rupture des relations diplomatiques avec Brazzaville, en attendant le rétablissement de la situation, en attendant de déterminer les causes et de pouvoir pointer du doigt les auteurs. Le Rwanda l'a fait contre l'Afrique du Sud lorsque Paul Kagame a entendu qu'il y a eu des diplomates sud-africains, qui ont été pris en partie en Afrique du Sud. Eh bien, Paul Kagame a pris des mesures de rétorsion contre l'Afrique du Sud, notamment par la rupture des relations diplomatiques en attendant de pouvoir établir des responsabilités et de clarifier la situation. Voilà ce que nous pouvions faire. Mais les forums citoyens ne pourra pas prendre cette responsabilité, l'initiative de pouvoir inciter les gens à la violence, tel que certains partis politiques qui l'ont fait à Kinshasa. Nous ne pouvons pas inciter les gens à la violence. De toutes les données naturelles qui existent entre les États, l'histoire, la géographie est cette donnée qu'on échange pratiquement jamais. Nous sommes obligés de vivre de manière continuelle avec nos voisins, que ce soit le Rwandais, les Centrafricains, les Angolais, les Tanzaniens, les Zambiens et les Congo-Brazzavillois. Il faut des politiques et des sécurités, il faut le respect, la bonne volonté pour respecter le mécanisme juridique qui existe entre les États, notamment en matière de protection des réfugiés et des personnes migrants. Comment expliquez-vous la majorité des Congolais de la diaspora aujourd'hui commence à regretter Mobutu? Si Mobutu était là, Mobutu allait gérer cette crise avec autorité, avec dignité pour le pays. Alors, le fait qu'on regrette Mobutu aujourd'hui, je crois que l'ancien chef d'État, le feu maréchal Mobutu, a régéré l'État, il a eu ses mérites, il a eu ses performances, il a eu ses insuccès, il a eu ses fautes. Ces fautes et ces insuccès rentrent dans ce qu'on appelle les patrimoines historiques de tout le peuple. Nous ne pouvons pas le critiquer, nous ne pouvons pas non plus le nier. Mais dans la situation actuelle, je crois qu'un chef d'État avec l'aura de Mobutu devait prendre les mêmes mesures que je préconise actuellement, notamment par la rupture des relations diplomatiques, par la rupture des relations commerciales. Vous vous rendez compte que les échanges commerciaux entre Brazzaville et Kinshasa, le mouvement de personnes et de biens qui transitent chaque jour, qui transitent chaque année, représente annuellement un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars. Et le Congo-Brazzaville, pour vous donner au moins une idée de ce que représente le Congo-Brazzaville, c'est 7 fois plus petit que le Congo-Kinshasa. La population de Congo-Brazzaville, de Brazzaville et la capitale, c'est l'équivalent de la population de la commune quinoise de Kimbanseke. La rupture de relations commerciales entre Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa aura des conséquences énormes au Congo-Brazzaville. Ça veut dire qu'ils n'auront plus d'approvisionnement, ça veut dire que au niveau des chiffres des échanges commerciaux, il y aura des conséquences énormes. Et là, nous aurons fait pression sur notre voisin pour pouvoir nous respecter. Nous devons nous faire respecter. Et pour se faire respecter, il faut savoir lever le doigt. Il faut savoir user de tous les moyens juridiques à notre possession pour revendiquer notre honneur et notre réputation. Mais le Congo d'aujourd'hui, le Congo-Brazza d'aujourd'hui, avec les booms pétroliers, il peut s'en passer du Congo ex-Zaïre. Alors, d'après le rapport de Doing Business International que j'ai lu il y a quelques temps, cette production pétrolière que l'on vante, vous savez que l'économie du Congo-Brazzaville est basée
principalement sur l'exploitation des hydrocarbures le long de la côte atlantique. Cette économie et cette exploitation du pétrole a pu accroître la croissance économique du pays que vous connaissez depuis les années 90, ce qui a fait que la plupart des populations de pays voisins ont immigré vers le Congo-Brazzaville pour pouvoir travailler. À Pointe-Noire et à Brazzaville, ce sont deux villes très attractives en raison de leur intense activité économique. D'après ces rapports, la production pétrolière est en train d'être chutée. La conjoncture mondiale est là, mais également les pays qui achètent du pétrole au Congo-Brazzaville ont pu réduire leurs importations en matière de pétrole. Cette situation de l'exploitation du pétrole a des conséquences sur la situation des travailleurs à Pointe-Noire et à Brazzaville principalement. Vous savez que dans les installations pétrolières des Pointe-Noire, 2 ouvriers sur 4 est quinois. Et donc, lorsque la situation économique devient désastreuse, voire à la limite peu tenable, l'étranger qui travaille chez vous devient une menace. L'étranger qui travaille chez vous devient une surcharge. L'étranger qui travaille chez vous devient un envahisseur potentiel. Il y a des médecins congolais qui travaillent là-bas, des médecins zaïrois et zaïrois qui travaillent au Congo, les commerçants, les ouvriers. Tout à fait. Alors, ce qui est déplorable dans cette procédure d'expulsion, c'est une espèce de fourre-tout. Ça veut dire que vous ayez acquis la nationalité du Congo-Brazzaville, que vous y soyez établi depuis des années, dès lors que vous êtes quinois, dès lors que vous êtes congolais, ben, on vous fout à la frontière manu militari. C'est ce qui est à déplorer. Parce que là, nous sommes en face de la violation flagrante des instruments juridiques internationaux que je viens d'évoquer. Nous sommes en violation, en face d'une violation délibérée de tous les principes, de toutes les logiques qui doivent guider notamment la coopération entre les États. Et donc, il faut absolument que le gouvernement congolais d'en face, les Congos démocratiques d'en face, puissent prendre des mesures de rétorsion. Je condamne, avec la dernière énergie, les silences assourdissants des autorités congolaises. Il faut prendre des mesures de rétorsion. Ça ne consiste pas à inciter la population à la violence, parce qu'à Kinshasa, il existe plus ou moins 3500 étudiants brazzavillois qui étudient dans les universités congolaises, qui est là. Beaucoup de Brazzavillois, beaucoup des autorités brazzavilloises sont passés par nos universités. Ces mesures de rétorsion ne consistaient pas à inciter la population à la violence, comme on l'a fait à 1998 contre le Rwandais qui nous envahissait. Ça, les forums citoyens ne peuvent pas s'engager dans de telles opérations. La rétorsion, ici, c'est dans la rupture de relations diplomatiques. C'est aussi dans le rappel de l'ambassadeur du Congo à Brazzaville, les temps que les relations puissent se normaliser. Parlons de Kikwiti. Kikwiti, on parle de plus de 40 morts à Kikwiti. Kikwiti, le drame de Kikwiti, la question est simple. Est-ce qu'on pouvait éviter le drame de Kikwiti? Le drame de Kikwiti pouvait être évité si les autorités congolaises, si les autorités régionales pouvaient prendre toutes les mesures nécessaires pour pouvoir endiguer les mouvements de la population. Vous savez que l'artiste congolais, les feux King Kester Emeneya, était un artiste très adulé, tant au niveau national qu'au niveau de sa province d'origine. Donc les gens pouvaient, les autorités pouvaient prévoir, prendre des mesures nécessaires pour pouvoir éviter ces drames, notamment en organisant des espaces publics beaucoup plus importants qui pouvaient contenir toute la foule et toutes les populations. Les populations ne sont pas venues simplement de Kikwiti, elles sont venues de Kinshasa, elles sont venues de l'Équateur, elles sont venues également de Kasaï. C'est pour honorer cet artiste de renom qui était King Kester. Comment pouvait-elle éviter ces drames? Notamment, il fallait absolument trouver un espace public pouvant contenir cette foule. Il savait normalement qu'il devait y avoir énormément de foule. Il devait prendre des mesures pour pouvoir prévenir la police régionale, la police municipale à l'occurrence, pour pouvoir vérifier les mouvements de la population,
et éviter ces bousculades qui a conduit beaucoup de Congolais, plus de 20 si j'ai la bonne mémoire, et qui ont perdu la vie et qui y ont laissé des familles et des enfants orphelins. Je crois que c'est encore une fois de l'irresponsabilité des autorités régionales. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais on pouvait, ce n'est pas une fatalité. On pouvait prévoir, on pouvait prendre les mesures de police nécessaires pour pouvoir éviter ces drames. Dans une ville sans électricité, à Kikwiti, on n'a pas d'électricité. Mais comment on peut organiser un concert jusqu'à 2 h du matin, 3 h du matin, si on sait qu'il n'y a pas d'électricité? Je connais très mal l'organisation administrative de Kikwiti pour n'y avoir pas mis les pieds un seul jour. Mais je crois que les autorités, connaissant les capacités en termes d'accueil de la ville ou des structures de la ville de la région, connaissant ces problèmes d'électricité qui ne sévit pas qu'à Kikwit, qui sévit dans toutes les provinces, même dans la capitale congolaise, devaient encore une fois prendre les mesures nécessaires. On pouvait, par exemple, louer ou faire louer, acheter des groupes électrogènes et pouvant permettre l'électrification de la cérémonie. L'électrification de la cérémonie, fournir de l'électricité, de l'énergie pendant toute la nuit, en attendant que les courants, s'il y a courant, puissent se rétablir dans la ville. Et donc, je suis très mal placé pour pouvoir commenter l'organisation de la région à pouvoir prévoir cet événement. Mais je dis que dans des circonstances similaires, les autorités régionales pouvaient prendre des mesures pour pouvoir éviter ces drames. Nous habitons l'Europe, nous sommes à Bruxelles. Ici, quand il y a des matchs au stade Roi-Baudouin, on n'est pas loin du stade. Quand il y a un match, on voit le stade, si le stade peut contenir plus de 40 000 personnes, mais on voit la police, il y a des policiers, ça peut être plus de 1000 policiers déployés pour maintenir l'ordre public. Vous avez plus de 30 000 personnes au stade. Mais apparemment, les gens sont morts devant la porte et devant eux, il y avait un groupe de personnes qui jetaient des pierres. Donc, il y avait moins de policiers. Je crois à Kikwiti, il y avait moins de policiers. On dit diriger, c'est prévoir. Comment tu peux commenter cela? Plus de 30 000 personnes, moins de policiers, et les gens sont... il y a eu des morts devant la porte. Il y a eu des morts devant la porte, oui, j'ai vu les images, c'est insupportable. J'ai vu les images et c'est révoltant. Encore une fois, c'est un problème d'organisation. Et l'État, en réalité, l'État, c'est l'organisation de la société à travers des structures. Vous avez évoqué le cas du stade de Roi-Baudouin. Vous connaissez la capacité d'accueil du stade de Roi-Baudouin ou du stade de Kamanyola à Kinshasa, 80 000 places. Vous ne pouvez pas accepter qu'il y ait plus de 80 000 places. La bousculade vient d'où? Vient du fait qu'il y a plus de personnes que les capacités d'accueil de l'ouvrage ou de l'infrastructure. C'est pour cela qu'il y a la police, qu'il y a des services de sécurité pour pouvoir vérifier tout cela. Tout cela n'a pas été vérifié. Et c'est là la responsabilité du gouvernement provincial, c'est la responsabilité de l'autorité régionale qui n'a pas pu prendre des mesures nécessaires pour pouvoir éviter ces drames. Ces drames auraient pu être évités. Encore une fois, gérer un État, vous avez dit, vous avez rappelé un principe assez simple et assez clair, gérer, c'est pouvoir prévoir. Gouverner, c'est pouvoir projeter. Gouverner, c'est anticiper. Ça n'a pas été fait, c'est regrettable, c'est bien regrettable. Parlons de la Constitution. On vous voit partout, avec votre mouvement, entrer dans les ministères, ici en Belgique, le Sénat et partout. Vous mobilisez. Or, le Congo est prêt. Tous les signaux montrent que le Congo est prêt à modifier la Constitution. Non seulement le Congo, Kinshasa, mais beaucoup de pays d'Afrique qui font face au fait des mandats veulent modifier. Comment vous pouvez, vous qui luttez, contre le changement de constitution, comment tu peux expliquer cela? C'est quasiment certain que le Congo va changer sa constitution. Je ne sais pas d'où vous tenez cette certitude, d'autant plus que la constitution pour le cas de la République démocratique du Congo
n'autorise pas qui que ce soit de pouvoir modifier la disposition relative au nombre des mandats. C'est l'Afrique, c'est les Congo, c'est pas l'Europe. Quand tu parles de la Constitution, oui. C'est pas les États-Unis d'Amérique, c'est pas l'Europe, c'est l'Afrique. Oui, il s'agit de l'Afrique, mais ce n'est pas parce que cela peut s'élever le matin et changer la Constitution. Mais non, il faut. Je crois que ce qui nous manque et ce qui est plus regrettable dans nos pays africains, c'est le fait que nous voudrions l'avènement de la démocratie, nous voudrions établir les règles des jeux, et nous ne respectons pas ces règles des jeux. C'est antinomique et c'est contradictoire. Nous avons voulu la paix. La constitution congolaise, la constitution du 18 février 2006. Nous venons d'où? Nous venons de la guerre. Nous venons de la longue transition de 16 ans. Et nous avons dit, écoutez, nous voudrions maintenant mettre fin à tout cela. Le peuple a beaucoup souffert, 5 millions, 6 millions de morts. Nous voudrions un pacte social, un pacte républicain qui garantisse nos droits, un pacte républicain qui reconnaît nos devoirs et nos obligations. À moins de 2 ans, cette constitution a subi une espèce d'opération chirurgicale, notamment par la modification du mode de scrutin. Le président de la République n'est plus élu au suffrage universel direct à 2 tours, mais c'est au suffrage universel à 1 tour. Nous l'avons déjà modifié. Déjà, il y a une espèce d'érosion de la légitimité du président de la République. Le président de la République qui est élu, non pas par la majorité de la population, mais par une minorité de la population, mais qui passe le président de la République simplement parce qu'il a un chiffre, il a un pourcentage plus élevé qui soit challenger. Il y a déjà un problème de légitimité qui se pose par rapport à ce président de la République. En 2011, nous avons eu des élections et vous avez vu ce qui s'est passé. Je ne vais pas rentrer dans ces commentaires. C'était tout simplement une opération, un hold-up électoral. Et dont la légitimité du président de la République qui est sorti des urnes a continuellement été contestée. Pourquoi le président de la République avait organisé les concertations nationales? Eh bien, disait-il, c'est pour pouvoir resserrer la cohésion nationale. Cette cohésion s'est fissurée simplement parce que la population a contesté sa légitimité. En 2016, il y aura des élections générales, les élections législatives, les élections présidentielles. On voudrait, j'ai entendu ça, on voudrait modifier la Constitution. Alors que la disposition constitutionnelle, l'article 220, est immodifiable, intangible. On ne peut pas modifier. Je crois que le président de la République devra respecter la disposition de la Constitution, devra respecter cette Constitution sur laquelle il a prêté serment. Les jours de sa prestation de serment, le président de la République, Joseph Kabila, a dit « Je jure de pouvoir respecter les lois de la République et en l'occurrence la Constitution qui est la loi fondamentale. » Il doit respecter cette Constitution. Le président de la République, le président Kabila, a encore la vigueur de sa jeunesse. Il est encore jeune. Il peut encore être utile à sa nation, notamment en occupant des postes de responsabilité honorifiques dans les organisations internationales, dans les organisations régionales africaines. Il peut, comme elle prévoit la Constitution, rester au Sénat et demeurer sénateur à vie. Il peut, de cette façon, de cette manière-là, devenir le premier président congolais vivant, le premier président congolais vivant qui a amorcé un processus démocratique et qui a laissé le train de l'histoire continuer son cours. Je crois que c'est le seul commentaire que je puisse faire de cette constitution. Mais je rappelle que le président de la République n'a aucune possibilité, sauf évidemment à marcher sur la constitution, sauf évidemment à déchirer cette constitution, de pouvoir se représenter en 2016. Tout le monde se prononce sur le sujet, sauf Kabila. Oui. Alors, est-ce qu'il faut que le président de la République se prononce sur le sujet pour que nous sachions qu'il y doit ou qu'il ne doit pas se représenter? Ce n'est pas l'intention. Dans une république comme la nôtre, dans un pays, ce ne sont pas les discours du président de la République qui doivent guider nos politiques. Ce sont les textes, ce sont les lois. La Constitution est claire que le président de la République est élu au suffrage. L'article 70, l'alinéa 1er, est élu au suffrage universel direct et il assume le long de son parcours 2 mandats. À la fin de son 2e mandat, mais bon, il doit laisser céder le tablier à son successeur
qui doit continuer à gouverner, à présider au destin de la population et du pays. Quelles sont les actions que le Forum citoyen mène pour contrer le changement de la Constitution? Alors, le Forum citoyen donne des avis citoyens comme maintenant sur les problématiques importantes de la vie de la nation. Vous avez cette problématique de l'expulsion en dehors des règles juridiques et des Brazzaville, sur laquelle nous nous prononçons. Le Forum citoyen a de relais à Kinshasa et nous venons en aide aux enfants de la rue, des filles mères, des filles qui ont été violées. Nous intervenons dans leur scolarité, nous intervenons dans de situations assez extrêmes, dans d'autres situations telles que l'aide à la pédagogie, l'aide à la scolarité, l'aide au paiement de frais hôpitaux. Parlons des élections ici en Belgique. Êtes-vous impliqué? Impliqué dans quel sens? J'aimerais que vous précisiez votre question. Le 25 mai 2014, oui, sous la liste électorale, on voit plus ou moins, il y a plus de 20 Congolais. Tout à fait. Je dirais même plus, hein, plus de 30 même. Tout à fait. Impliqués en Belgique. Un pays qui compte plus ou moins, on dit, plus de 30 000 Congolais en Belgique. Est-ce que vous avez un avis? Est-ce que le Forum citoyen est pour un candidat? Votre position par rapport aux élections où on voit beaucoup de Congolais, beaucoup de Belges d'origine congolaise parler face à leur communauté? Alors le Forum citoyen est une association politique et nous avons défini nos objectifs comme étant un mouvement, une association qui n'est pas partisan, c'est-à-dire qui ne prend pas position pour tel mouvement, tel autre. Nous ne sommes pas dans ce clivage traditionnel, opposition, majorité, gauche, droite. Par rapport à cela, nous ne soutenons pas un seul candidat aux élections régionales, aux élections fédérales, couplées avec les élections européennes du 25 mai prochain. Nous ne soutenons pas un seul candidat dans la liste. Mais j'avoue que l'initiative ou le courage des Congolais de pouvoir se représenter à ces échelons des élections est à féliciter, d'autant plus qu'ils ont compris que c'est dans la politique que se joue le destin de toute une communauté. 30 000, j'ai d'autres chiffres qui peuvent aller plus au-delà des 30 000, 50 000, pourquoi pas, des Congolais qui vivent en Belgique. 40 000. D'autres disent 30 000, d'autres disent 50 000. 50 000 Congolais vivent dans le royaume de Belgique. Ces Congolais ont besoin d'être représentés. Ces Congolais ont des attentes très fortes et ils veulent que ces attentes soient comprises et satisfaites. C'est donc important qu'il y ait des représentants de la communauté congolaise dans les institutions en Belgique. Ça existe dans tout le pays, ça existe dans toutes les communautés. Nous sommes l'une des communautés en Belgique n'ayant pas beaucoup de représentants qui s'occupent de nos problèmes particuliers, des problèmes de logement, des problèmes de scolarité, des problèmes de chômage. Tous ces problèmes-là se jouent dans la politique, c'est la politique qui décide. On a décidé en Belgique qu'il y a la 6e réforme de l'État et qui octroie aux régions et aux communautés des compétences extrêmes, des compétences importantes. Tout cela, c'est dans la politique qu'on peut jouer notre carte pour pouvoir changer le sou, pour pouvoir satisfaire nos attentes. Et j'encourage donc les représentants de la communauté congolaise à pouvoir percer, à aller plus loin et à gagner ces élections si ils peuvent le gagner et représenter valablement la communauté congolaise. Qu'est-ce que vous aimeriez bien écouter auprès des candidats d'origine congolaise, s'ils sont face à leur communauté, à notre communauté? Quel discours vous aimeriez bien écouter par rapport au Congo et puis par rapport à ici, bien que vous l'avez un peu parlé? Alors, un discours qui fait transparaître le problème du Congolais vivant en Belgique. Nous l'avons cité, nous avons des problèmes de logement, nous avons des problèmes de discrimination à l'embauche,
nous avons ce qu'ils appellent discrimination positive, nous avons des problèmes de Congolais qui sont encore en situation irrégulière face à l'administration, qui n'ont pas encore de statut légaux. Nous avons des problèmes également de scolarité, ça c'est vrai, ça c'est évident. Beaucoup d'enfants congolais ne fréquentaient pas des très bonnes écoles. Ils sont réorientés vers des écoles professionnelles. Très peu vont dans les universités. Nous avons également d'autres problèmes qui sont des problèmes des couples, qui sont des problèmes liés à la vie quotidienne. Tous ces problèmes-là peuvent se retrouver dans les discours de représentants politiques, mais que ce soit un discours sincère, que ce soit un discours qui s'occupe réellement de ces problèmes-là, mais que ce ne soit pas des vœux pieux, encore une fois. 2016 au Congo, seriez-vous candidat? Alors, je crois que candidat à quel échelon, à quel niveau des élections? Est-ce qu'il s'agit des élections législatives ou des élections présidentielles? Par rapport à vos ambitions, c'est à vous de choisir. Alors, nous ne sommes pas encore en mesure de pouvoir nous déclarer candidat à tel niveau d'élection, à tel autre niveau d'élection, d'autant plus que nous avons à ces niveaux beaucoup de problèmes d'organisation de nos structures. Nos bases ne sont pas encore suffisamment étendues, nous n'avons pas encore de base solide au Congo. Jusque-là, ce sont des contacts plus ou moins informels. Il faut que nous puissions beaucoup travailler, mais si avant 2016, nous réalisons des exploits, nous établissons de bases au Congo, à l'intérieur du pays, dans la capitale congolaise, des bases qui peuvent nous permettre évidemment de pouvoir gagner les élections, pourquoi pas. Et que devrait faire, pour terminer, que devrait faire la diaspora congolaise? La diaspora congolaise, vous avez touché des points en général, pas seulement la Belgique. Qu'est-ce que la diaspora, notre diaspora peut faire pour faire bouger les choses au pays? Ce que la diaspora fait déjà permet de bouger les choses au pays. Vous savez que l'organisation par le président de la République et le gouvernement en place des concertations nationales l'année dernière était en fait les résultats aussi de tout le travail de lobbying que fait la diaspora en Europe, en Belgique principalement. Vous savez que la plupart des membres de la diaspora sont dans les institutions suite à des revendications, suite à des protestations. Par exemple, dans le cadre du mouvement du Forum citoyen, nous avons adressé une correspondance au président, plutôt au ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, avec une copie pour information à l'ambassade du Congo en Belgique, pour pouvoir protester contre la problématique, contre ces événements tragiques de Bruxelles. Encore une fois, c'est une façon de pouvoir participer à la vie de la nation, participer au combat des idéaux pour le développement de notre pays. La diaspora a encore beaucoup à faire, mais encore une fois, elle doit se structurer, elle doit pouvoir s'organiser, elle doit pouvoir parler d'une seule voix. Nous sommes en face ici encore d'une diaspora plurielle, d'une diaspora qui parle de plusieurs langages, une diaspora qui se réunit selon des affinités tribales ou culturelles ou que sais-je encore. Il faut une espèce de synergie, une espèce de symbiose pour pouvoir parler d'une seule voix et faire le poids face au gouvernement et pouvoir bouger les choses au niveau du pays. Merci beaucoup Didier Dikolo. On vous laisse 2-3 minutes face à la caméra si vous avez un message. C'est un message de soutien, un message de compassion à ces Congolais qui sont dans leurs droits et qui sont expulsés de Brazzaville. C'est un message également au gouvernement congolais de pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires pour soutenir ces Congolais qui sont dans la détresse et qui ne cherchent que la protection de leur propre pays. Voilà. Merci. Bata États-Unis, bata France, bata Belgique, bata Autriche, bata mokili mobimba bolandaka mika pasteur boboza kitoko ngape na uti penda Autriche ko nazokende nazozonga Autriche kaka pona micro ya pasteur bobo. Micro ya pasteur bobo. Oye, eza elengi sukali. Libala moninga
ezali puya lolendo te na libala solo batalaka bizaleli banga babokilo mpe tosala semeki na yo perdino ozala gentil kisi ya libala e botosi e bana poto napesi bino mbote na kombo na Yesu na ye koinvite bino na conférence monene oyo ekosalama awa mpona kosangisa bacouple. Vraiment nazali koinvite bino nyonso libota na Nzambe donc baoyo nyonso baza kati na Europe bien sûr mpe oza na Afrique ozoya kote oyo toza na conférence moko monene ya donc eza dîner ya bacouple bafiancé badivorcé baveuve bato nyonso bamabala esili kobeba bato nyonso mabala eza susu na vie te tobengi bino mokolo le 31 mai na le 1er juin 2014 mabala ezopanzana mpo Nzambe eza te yango wana tosangisa bino mpo toteya bino liloba oyo ekozongisa ekosude bacouple mpo ekopesa lisusu mposa na Nzambe baseliba babala mpe tozokoinvite basélibataire tozokoinvite bafiancé tozokoinvite bacouple nyonso boya ebele maloba kitoko ekobima mpona kosude bino na Nzambe na kombo na Yesu. Ne manquez pas cette occasion à restaurer vos mariages. Venite Dio sia lodato e Dio vi benedirai i mariti moglie i fidanzati bekwisa mingi nkisi ya dibala ke matiti veke Nzambe mokolango taba ekozala eza ntaba ya nganda te me ntaba oyo bana Nzambe basali ezala onction plus ya réunion des chrétiens pour les nations pasteur la biso eza pasteur Julien Pelituka dango tobengi nyonso ba mama bomema ba papa kati na esika oyo tosangana elongo boyeba secret na biso kati na bacouple eza nini. Alors vraiment toza na journée oyo ya monene oyo ekokambama na apôtre Willy Kabasele ya toza mpe na bayembi minene ya nkolo oyo biso toyebi couple ya kibala bakoya mpe longo tokosangana kokumisa Nzambe kati na dîner na biso tokolia tokomela mpona lokumu na Nzambe. Tomoni toza awa ba 27 ans d'expérience en mariage, ba 15-10 ans d'expérience en mariage. Donc Nzambe azosala minene azokorajeunir biso parce que tofandi na makolo ya Yesu Masiya. Yango toinvite bino nyonso ba mama ba papa boya ba oyo mabala nyonso na mama oyo eza na désordre mabala oyo eza ya kokufa oyo bato bazokoyeba susu kobata mabala te peut-être à cause ya ba bien oyo ya Europe oyo ya bambo makambo ebele toinvite bino boya ba secret ya libala eza nini lolenge nini bokosimba mabala na bino afin que Nzambe afanda kati na mabala tomona mpe mabala ekende liboso tobengi boya ba jeune boye ba ndenge esenga bino ko se comporter kotika ba gauche droite okanga na Nzambe Nzambe akopesa bino mabala oyo eza durable ya malamu baveuve bato nyonso baza na problème ya mabala boya Nzambe akopesa bino solution na mokolo wana eza le 31 mai na le 1er juin 2014 oyo kati na Molenbeek 1080 na chaussée des Gants 610 kolo apambola bino pe asuza tozali bamama mabondeli ndenge tozali awa tobondelaka mpo mabala na biso efanda ndenge mama alobi ngai moko naa na 10 ans de mariage mama Juliette na pasteur Juliette 27 ans de mariage mama Nadine 16 ans de mariage. Il est écrit que l'homme ne sait pas ce que Dieu a aimé et que l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Donc boya Nzambe asangisa invité bino boya ebele 27 ans de mariage eza kisite eza pe bonganga te pa ya nganga te mezali bonzambe yango moni 27 ans oyo tozoloba sikoyo eza na makambo ebele mais eza Nzambe kaka moto asalaka po te tokende molai yango na toinvite bino boya ebele. J'espère boti koyoka bamama baleki balobi oyo bakokaki koloba eloko ezali awa toza na likambo mosusu ya koloba te ezali likambo ya conférence oyo ya dîner oyo toza nango le 31 na le 1er mai awa na église na biso ya Hussein na avenue chaussée des Gants 610 1080 Molenbeek Saint-Jean. Bateau bayebi te bakokaki kozwa 3082 à partir de la gare du Midi, gare de l'Ouest, arrêt à cimetière oya Molenbeek. Boya ebele ezali une bonne journée oyo tokosangana na bandeko ebele nga na koyebisa bino kaka eloko moko nga oyo bozomona ngai nazoloba lelo soki libala na ngai evanda mpona makambo oyo nga na mama tovanda mpona Nzambe
yango tozo ko inviter bino nyonso boya journée wana boya ya kulia yali ya kumele yali ya kubine yali boko sepela mutu moko akozala desite tanke mwasi ata kolibala na etoboka ata kolibala na yo bampese balia bampuku basasa makambo monde ya ténèbre ebebisa mais ezala mutu moko aza capable ya korestaurer libala na yo ya korenouveler bafoyer aza capable ya kopesa biloko ya sika oyo ebebaki oyo ekufaki na yango na bengi no boya bino nyonso bacouple bajeune boya badivorce baveuve boya vraiment nzambe na bino aza akosala ya minene nyonso oyo elobami yango nde ekosalama mokolo oyo le 31 du 1er juin donc eza journée moko ya motuya mpona bacouple donc ntango nazolobela mambo ya bacouple naza célibataire te naza marié ntango balobi ke couple oyo eza na 27 ans eza mpe na bamontagne eza mpe na badescendre bamipepe mpe yaka mais à cause ya liloba oyo nde toza kozala toujours soudé donc eza fondation oyo nde bati bacouple boya nombre toza na apote Willy Kabasele akouta Irlande toza na couple kibala bakouta Londres donc boya pena jour a milulu oyo ekozala malamu mpona bacouple nyonso bacélibataire badivorcé bao nyonso baa na 500 mètres sala tu mama azala journée yango 500 mètres wana ekokufa eza na chaussée de gants 610 eza juste à côté ya Pizza Hut côté ya Météo soki tazwi tram 82 aokita na re cimetière porte eza ya noir journée wana tokosala tout protocole ekozala libanda soki oyo kobunga te donc nzambe akopermettre ekozala journée wana sala ekozala mbeli na ndenge moko ya mariage donc bacouple bafiancé bacélibataire bozanga te nzambe apambola bino pasteur Julien